Bonjour à tous. Je suis Rémi Babu, je suis ingénieur et urbaniste. J'ai travaillé pendant 5 ans dans le conseil aux collectivités et aux aménageurs sur l'approche environnementale dans les projets urbains et territoriaux. Avant de, en ce moment, participer au plan de transformation de l'économie française sur la partie logement, qui elle-même interroge pas mal de sujets territoriaux, et donc c'est pour ça que je remplace au pied levé Maxime Effoui, qui est le coordinateur de la partie ville et territoire du plan de transformation, mais qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Peut-être je vous laisse vous présenter en 2 mots avant qu'on rentre dans le vif des discussions. Emeline, je te laisse. Bonjour, Emeline Baume, je suis élue locale en responsabilité sur ce territoire, le territoire de la métropole de Lyon, c'est 59 communes, 1 300 000 habitants. Je vais parler plus fort. Donc je suis Emeline Baume, je suis élue locale de ce territoire, la métropole de Lyon, je suis la première vice-présidente. Juste pour l'anecdote, la métropole de Lyon, c'est un département avec donc, les compétences liées aux personnes en situation de handicap, personnes âgées, l'insertion, la protection maternelle et infantile, l'aide sociale à l'enfance, donc tout le sujet des mineurs isolés par exemple. Et puis c'est aussi une ex-communauté urbaine qui gère l'eau potable, l'assainissement, la collecte des déchets, l'urbanisme, le logement, l'économie, voilà. Et moi en particulier, j'ai en charge l'économie numérique et la commande publique, des bons leviers pour atteindre certains objectifs cruciaux. Voilà. Alors moi je suis Laurent Delquerou, j'anime on va dire le chantier résilience des territoires du Shift Project depuis un peu plus d'1 an, et avant ça j'ai travaillé dans l'accompagnement des collectivités territoriales, cabinet de conseil, plutôt sur l'élaboration de projets de territoire, notamment à l'échelle intercommunale. Voilà, et donc c'est nous qui, depuis donc un peu plus d'1 an, explorons avec le Shift cette dimension nouvelle pour le Shift territoire, notamment on y reviendra, cette notion de résilience territoriale face à la transition. Alors avant de parler de quelques points spécifiques à la notion de résilience justement que vous avez pointé dans le rapport stratégie de résilience des territoires, donc qui est sorti la semaine dernière, il y a 2 semaines si je ne m'abuse, et qui sont un petit peu nouvelles ou en tout cas pas forcément connues du grand public, donc je pense qu'on pourra préciser un petit peu après ça là-dessus, mais je voulais peut-être commencer par une question un peu plus simple, un peu plus terre à terre, directement avec Madame Baume, vu sa compétence à la métropole, et puis après Laurent tu nous feras peut-être l'exégèse, mais c'était un petit peu comment on mène une politique d'emploi durable en tant que métropole, et j'entendrai par là évidemment compatible avec nos trajectoires de réduction de gaz à effet de serre, puisque c'est un peu notre mono-obsession au Shift. Et puis du coup quelles interactions ça implique avec toutes ces autres compétences que vous avez listées de manière quasi exhaustive pendant votre présentation. Donc ça peut aller de l'accompagnement social à comme vous disiez l'urbanisme, et en termes de reconfiguration de l'environnement physique, quels impacts ça va avoir? Alors, moi, quand on me formule une question sur la politique de l'emploi, on va dire, sur un grand territoire, attention, c'est un des trucs pour le Shift qui est hyper important, je pense, à avoir en tête, enfin toi tu l'as en tête, mais attention, là on parle d'un territoire extrêmement riche, au sens où, là vous êtes dessus, on a énormément d'écoles d'ingénieurs, énormément d'universités, on a des grappes d'acteurs économiques bien implantées, je pense aux sciences du vivant, je pense à la chimie. Il y a vraiment des gros marqueurs territoriaux, à l'inverse d'intercommunalités qui peuvent être dans du semi-rural, où ça saute moins aux yeux. Enfin, on a des bassins d'emploi qui sont liés à des filières d'activité économique, et ces filières d'activité économique, sauf pour le bâtiment à l'heure actuelle,
sont toujours en croissance, en développement. Et malgré le premier confinement et tout, y compris la filière chimie qui a eu des gros problèmes d'approvisionnement, ils ont tous, et je fais exprès d'utiliser ce mot-là, rebondi. Et là, je peux vous garantir que la trajectoire qu'on souhaite tous, elle y est pas du tout. Donc voilà. Donc quand on parle en fait de politique d'emploi pérenne sur un territoire, la première chose que j'ai dite hier là, dans la conférence introductive, c'est le premier levier qu'on a souhaité mobiliser, c'est ce qu'on appelle la commande publique. Nous, on achète pour à peu près 660 millions d'euros par an. On a une programmation pluriannuelle des investissements à peu près 4 milliards pour le mandat, pour le coup. Donc on achète beaucoup, on achète du TP, on achète du bâtiment, on achète des prestats intellectuels. Et donc, si vous ne le savez pas, je vous le dis, dans le code de la commande publique, on achète de la restauration collective aussi, on ne peut pas prioriser, on ne peut pas faire du localisme économique, on n'a pas le droit, il faut utiliser des petits biais. Mais en tout cas, le message qu'on a fait passer politiquement, c'est on va utiliser notre commande publique et écrire des cahiers des charges pour que les gens du territoire puissent bosser. Donc ça, c'est le message pour l'insertion, l'apprentissage, l'alternance, la place des femmes aussi, et puis pour participer au rééquilibrage du territoire. Parce que quand on parle emploi durable, on parle des gens là où ils sont, jusqu'à preuve du contraire. Pour l'instant, je pense que demain, ça va bouger, mais pour l'instant, on a énormément de difficultés sur des bassins de vie avec des sujets de géomorphologie, ce qui est le cas ici. On a la Saône, le Rhône et des petites collines. C'est tout con ce que je dis, mais ça fait aussi le maillage de transport en commun et ça fait des non-déplacements de certaines catégories de population. Je pense aux personnes peu qualifiées qu'on peut cacher derrière peu employables. Et il n'y a pas que l'insertion, il y a une grosse partie de jeunes qui vivent au nord et n'iront jamais travailler au sud pour des questions évidentes de mobilité, mais plein d'autres choses aussi. Donc, je reviens à mes emplois, des emplois durables, les emplois pérennes. Il y a la commande publique et on essaye vraiment d'allotir et tout. Enfin, après, on peut développer, mais voilà. Deuxième chose, on essaye d'être très clair avec les filières d'activité économique. Nous, on avait eu la chance d'avoir une mesure de l'empreinte matérielle de l'économie de notre territoire. J'étais déjà élue, moi, au précédent mandat, j'avais la casquette économie circulaire, donc on a décidé de mettre nos efforts. Quand je dis efforts, je dis foncier, offre immobilière, mobilité et accompagnement à la formation. Voilà. Donc nous, on a décidé de forcer sur, vous n'allez rien découvrir, hein, ce qui a le plus d'impact en termes d'appro et de carbone, la filière alimentaire, le bâtiment, les TP, l'énergie, le textile. J'ai fait rajouter le textile, souvent on peut développer, mais voilà. Donc ces acteurs-là, ils ont en tête qu'ils ont la priorité avec nous. On essaye de faire des grappes d'acteurs. La théorie des grappes en économie, elle n'est pas récente, hein, voilà, elle est plus vieille que nous, il me semble. Et ça, bon, c'est ce qui a fonctionné par le passé. Et donc, on fonctionne comme ça. Sous-entendu, une boîte qui dit « Moi, je veux m'implanter à Lyon ». Ou dans l'agglo lyonnaise parce que c'est super, ça brille, c'est merveilleux, c'est beau, vous êtes grand et fort. Mais que si ça a plus de sens qu'elle aille à Saint-Étienne, à Villefranche, à Saint-Quentin-Fallavier, à Vienne, à Salles-sur-Sanne, nous on fait le job. Quand je dis nous, c'est de l'ETP, hein, clairement, de développeur économique. On fait le job pour l'aider à s'implanter au bon endroit. On ne fait pas du tout. Donc ça, c'est la l'ETP peut-être pour la salle. Équivalente en des hommes et des femmes qui travaillent dans le service public ou auprès de l'Agence de développement économique du territoire. Donc la grosse rupture par rapport aux visions précédentes politiques pour caricaturer Gérard Collomb et le rayonnement du territoire, c'est nous on assume pleinement que pour l'emploi, mais aussi pour la trajectoire carbone, de toute façon, on arrête d'attirer tout le monde et n'importe quoi sur notre territoire, tous les sièges sociaux. On veut de la diversité économique et on veut, jusqu'à preuve du contraire, que les entreprises soient rentables, qu'il y ait un sujet sur la logistique et tout. Enfin, tout ça, c'est assez évident, hein, ce que je dis. Et du coup, on se concentre sur certaines grappes d'acteurs qui sont bien ici, qui ont leur, j'aime pas utiliser ce mot, mais leur écosystème qui fonctionne bien sur le territoire.
et on prend soin des écosystèmes des autres territoires. On ne se pique pas d'emplois, de compétences, d'entreprises, ça n'existe plus. Quand bien même le territoire soit complètement opposé, ce qui est notre cas politiquement, c'est ce qui est le cas à peu près partout en fait, en général, on est autour de la métropole de Lyon, c'est un point vachement intéressant à suivre dans le temps, parce que là c'est intéressant à dire, ça fait 1 an et 3 mois, mais l'idée c'est de voir ce que ça produit. Hein. Sur le sujet de l'emploi durable, dernier point, je pense qu'on a une urgence, alors là pour le coup c'est le côté responsable politique, on a une responsabilité vis-à-vis des jeunes, je parle pas des étudiants là, je parle donc la métropole elle est compétente auprès des collèges, hein, vous savez les écoles c'est les communes et la région c'est les lycées. Et une de mes responsabilités, c'est de repositionner dans l'inconscient collectif en particulier des collégiens et des familles la place des activités productives que demain, justement, a priori, alors vous utilisez le mot que vous voulez, la transformation, la transition, il y en a qui disent, je sais pas, enfin il y a plein de mots, mais en tout cas, s'inscrire dans la dynamique de l'accord de Paris, ça implique de toute façon de la sobriété, donc une forme de renoncement pour une partie de nos habitudes de consommation, mais ça implique aussi et surtout de se réapproprier des chaînes productives à l'échelle européenne, et ça veut dire des hommes et des femmes ici sur le sujet. Je dis toujours la même chose, mais nous, sur notre territoire, les emplois productifs, ils sont pas pourvus, et là, il y en a 7000 qui sont vacants. Et voilà, et je parle pas de manœuvre de TP, hein, je parle de Bac+2, Bac+3 là. Et c'est une partie de mon boulot de mettre en place toute une série d'actions avec les PME, PMI et les ETI et les collèges pour faire se rencontrer ces mondes, parce qu'on se rend compte qu'on a, on a énormément de familles et de jeunes qui, ont des parents qui bossent pas, n'ont personne dans leur environnement culturel ou social qui parle activité productive, et éventuellement des parents, je vais prendre de mon âge, pour qui, en gros, l'industrie, c'est le chômage de masse, quoi. Voilà, et la pénibilité au travail. Voilà. Je développe pas plus que sinon j'ai... Ça fait pas mal. Il y a pas mal de mots intéressants sur lesquels je pense on va développer après la coopération, renoncement, qui sont pour le coup je pense un petit peu nouveaux. Est-ce que Laurent, toi t'as quelque chose spécifiquement à commenter sur ce qui vient d'être dit, ou est-ce que tu veux qu'on... Peut-être. Bon, alors là, comment ne plus rebondir juste sur des points. Alors d'abord un mot quand même sur d'où je parle, parce que je parle pas du tout sur la métro de Lyon. Hein, je n'ai aucun. Donc et je parle avec un chantier qui s'appelle donc Résilience des territoires. Alors comment est-ce que le Shift, lui, il a pris l'angle de la résilience des territoires. En fait, il s'est intéressé à ce terme à la mode là de résilience autour d'un double défi. Le fait qu'appliqué au territoire, il y a un premier défi qui est alors résilience, hein, le terme générique, c'est capacité à surmonter les épreuves, pour faire très très simple. Donc appliqué au territoire, il y a un premier enjeu qui est évidemment cette capacité à faire face à tous les effets du dérèglement climatique, de la crise écologique, dont on sait maintenant très bien qu'ils vont être irréversibles, croissants et de plus en plus extrêmes, etc., etc. Donc ça, il n'y a pas d'autre solution pour les acteurs territoriaux que de s'adapter à ça et de faire face à ça. Mais le deuxième défi, qui pour le Shift évidemment est très important, c'est que pour éviter le pire, pour éviter cette incapacité à surmonter ces épreuves climatiques, écologiques, la transformation est totalement indispensable. La fameuse alors transformation évidemment post-carbone, avec la décarbonation qui est l'objet principal du Shift, mais plus largement une transformation aussi autour de par rapport à l'épuisement des ressources, à la chute de la biodiversité, etc. Donc c'est cette transformation que de façon très ordinaire, nous reprenons le terme de transition écologique. Donc on voit bien que la transition écologique est elle-même un processus fait de plein d'épreuves. Et je ne vais pas développer avec vous à quel point ce sevrage des énergies fossiles va s'accompagner de crises économiques, sociales, politiques. Et donc, pour revenir à la résilience, nous, ce terme de résilience, on l'applique, la résilience des territoires, c'est par rapport à ça, c'est par rapport à une résilience des territoires pour être capable de tenir le cap de cette transition écologique. Et donc, et dont on sait qu'elle va être chaotique, qu'elle va être pleine d'épreuves, et dont il est absolument indispensable
que les territoires renforcent leur résilience. Voilà. Donc je ne vais pas développer trop là-dessus, mais pour revenir à peut-être la résilience économique et l'emploi, évidemment, pour nous, il y a un enjeu de connaissance du caractère systémique de tout ça. Émile a rappelé, mais c'est un peu atypique, que la métropole de Lyon avait aussi la compétence action sociale qu'ailleurs ont les départements. Donc peut-être qu'il y a une sensibilité à la dimension sociale qui existe à Lyon, qui existe moins ailleurs. La dimension économique, bien sûr, la dimension environnementale, la dimension politique. Donc il y a un premier enjeu, quand on veut parler attractivité, économie et emploi, c'est déjà de bien comprendre, mais c'est vrai pour à peu près tous les sujets, de mieux comprendre un peu justement ces enjeux d'adaptation, ces enjeux de transformation et toutes les interrelations qu'il y a, les enjeux d'inégalité aussi. T'en as parlé un tout petit peu, mais à partir du moment où un territoire, même comme la métropole de Lyon, est très inégal dans l'exposition des populations, des territoires aux aléas climatiques, et très inégal aussi dans l'exposition aux politiques qui vont accompagner la transition. L'exemple classique, c'est les Gilets jaunes, où on a mis en place une mesure au nom de la décarbonation, enfin on va dire ça comme ça, très très rapidement, et puis on a ignoré la dimension sociale. Donc ça, c'est particulièrement vrai, y compris à une échelle restreinte, même si la métro est un grand territoire, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a des différences territoriales très très fortes. Donc il y a cet enjeu-là. Pour moi, il y a un enjeu de connaissances partagées, de diagnostic partagé aussi. C'est quoi la vulnérabilité de l'activité économique et de l'emploi par rapport à cette transition? On parle de décarbonation ici. À quel point les activités économiques qui font la richesse du Grand Lyon ou de la métro de Lyon sont dépendantes de cette de ces énergies fossiles, de ces flux très éloignés, etc. À quel point les emplois le sont aussi. Donc là, on retrouve un peu les grands chantiers du plan de transformation de l'économie française du chiffre. Mais déjà, c'est très important, me semble-t-il, que les décideurs locaux commencent par bien avoir, et les autres, et le partagent très largement à l'ensemble de la population, d'avoir une bonne compréhension des vulnérabilités économiques de l'activité, mais aussi des emplois, pour ensuite pouvoir prendre des mesures autour de l'accueil. Il ne s'agit pas de dire que les territoires doivent arrêter d'accueillir des activités économiques, mais peut-être de prioriser, en tout cas dans le soutien de la collectivité, et bien évidemment les activités qui soient climato-compatibles. Ça, c'est toute la question de jusqu'où on va dans l'éco-conditionnalité des aides. Est-ce que, il y a des exemples fameux en ce moment en France, il y a des territoires en France qui ont refusé l'installation d'Amazon, et puis il y en a d'autres qui l'ont accepté. Ils avaient chacun des bonnes raisons, parce que donc c'est pas simple, c'est tout sauf manichéen et simple. Et puis il y a un autre enjeu, c'est évidemment d'accompagnement de toutes ces activités économiques et ces emplois dont on sait que une trajectoire de décarbonation et de transition écologique passe par une transformation très très forte, pour ne pas dire parfois une disparition de certaines activités et de beaucoup d'emplois. Et donc ça, plus évidemment on va anticiper et accompagner les reconversions, etc. Et moins mal ça va se passer, quoi. C'est à peu près ça le discours. Un mot peut-être sur la commande publique, insister sur les clauses sociales. Évidemment, il y a un enjeu, jusqu'où on peut aller dans les clauses, comment on les appelait, décarbonées, enfin, en tout cas autour des enjeux, des clauses environnementales, même si le mot est très restrictif. Nous aussi, on croit beaucoup au levier de la commande publique. Je crois qu'on avait retrouvé un chiffre, il y a quand même plus de 70% de la commande publique, c'est des dizaines et des dizaines de milliards d'euros chaque année. D'autant que pour compléter, pour vous tenir, parce que je ne sais pas à quel point vous suivez l'actualité législative, mais dans la loi climat résilience, on a fait,
est rentré sous obligation d'être dans des démarches d'achat public responsable, les concessionnaires. Et on a beaucoup de délégations de services publics dans les territoires, donc c'est bien, ça rajoute beaucoup. Et pour faire un tac au tac sur, entre guillemets, les clauses environnementales, on a un bon frein, donc c'est, entre autres, mais pas que, le sujet de l'analyse, en fait, faire de l'achat en analyse de cycle de vie. Peut-être que pour vous, c'est évident, peut-être que pour moi, ça l'est, mais quand on est face à des acheteurs publics qui souvent sont juristes, les clauses sociales, c'est déjà assez violent pour eux, mais leur dire, en fait, donc tu vas vraiment, avec tes collègues, repenser l'achat, redéfinir ton besoin, mais vraiment quoi, ouvrir tes chakras et être au clair avec ton élu référent sur ce qu'il veut vraiment et ce que c'est. Les exemples, c'est hyper bateau parce qu'en fait, en général, ça se joue pas comme ça, mais donc, vous voulez acheter l'éclairage d'un bâtiment, ça c'est super facile comme exemple, hein, mais voilà. Ou, je sais pas, hier, moi j'étais confrontée à un marché d'achat d'intérim, en gros, d'agents techniques dans les collèges. Vas-y pour mettre une clause qui dit, en gros, nous, les gens qui peuvent pas venir en transport en commun, c'est Noé. Et nous, on va pas les faire commencer trop tôt parce qu'on sait que le réseau de TC, en gros, il est pas efficace, je caricature, mais il est pas efficace avant 5h du mat. Alors même qu'on a besoin pourtant de prestats, de ménage, machin. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est, pour le coup, pour avoir un peu vécu l'ancien monde, avant les élus, ils disaient pas ça aux agents. Maintenant, les élus, la plupart des élus des grandes collectivités qui sont cachées derrière une association qui s'appelle France Urbaine, bon, les grosses communes urbaines qui ont globalement basculé écolo récemment, formulent ça à leurs agents, mais comme disait mon collègue en conférence introductive hier, là, après Jean-Marc Plancovici, le truc c'est qu'on a en face de nous des hommes et des femmes qui sont vraiment, qui peuvent être bourrés de compétences, experts, intelligents et tout. Juste la fonction publique territoriale, je sais pas s'il y a des fonctionnaires dans la salle, mais voilà quoi, la coin carré quoi. Voilà, tu peux tout à fait ne plus avoir aucune ouverture d'esprit, alors qu'au départ tu es un être extrêmement intelligent. En particulier quand on est juriste. Et donc du coup là, on leur demande, ça fait 1 an que je passe mon temps à répéter, à chaque fois que je vois des acheteurs, je leur dis voilà, ce que je te demande, c'est d'accepter, d'expérimenter des choses, va écouter telle conférence, va à telle formation, prends du temps, ça ne me dérange pas, tu sais pourquoi ? Parce que quand tu vas écrire des cahiers des charges, tu seras beaucoup plus disponible à ce que te demande ton élu, et dans ton sourcing, quand tu vas regarder les entreprises du territoire qui éventuellement, peut-être, propose le produit ou la presta que tu recherches, et ben tu arriveras derrière à formuler, à qualifier et à quantifier ton besoin, et tu feras toi ces sujets en fait d'impact carbone et d'impact social. J'en ai même rajouté un moi dans l'achat, c'est l'impact en coopération, c'est-à-dire comment on favorise de la coopération entre acteurs économiques et comment on favorise, je le fais à gros traits, de la coopération avec les territoires. Mais je vais prendre la balle au bon du coup sur le mot de coopération parce que c'est un de ceux qui m'intéresse peut-être de discuter aujourd'hui. C'est un de ceux qui est ressorti là, Laurent, je crois que c'était une liste de 7 mots que vous aviez dans le rapport stratégie résilience des territoires. Tu pourras peut-être les relister juste après. Mais ce sujet de la coopération, notamment des territoires, il paraît dans le cadre d'une trajectoire de réduction des impacts environnementaux et de décarbonation assez majeur. Moi, par exemple, typiquement du côté du rapport logement, on a un gros sujet qui est qu'en France, on a 20% des logements dont on dispose aujourd'hui, qui ne sont pas des résidences principales. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont inoccupés la plupart du temps, soit parce qu'ils sont des résidences secondaires, pour un peu plus de la moitié de ces logements inoccupés, soit parce qu'ils sont vacants. Et pourtant, on a une crise du logement qui est réelle dans des zones tendues. Et donc, ça veut dire qu'on a un vrai hiatus en fait entre nos potentiels d'habiter, là où on a du logement qui est bâti, et puis les territoires qui sont attractifs, on va dire en premier lieu grâce à l'emploi, mais grâce à aussi tout un ensemble de caractéristiques. Et du coup, on voit bien que alors là, c'est un peu terre à terre, mais parce que voilà, tout simplement construire des logements et puis en faire fonctionner de plus en plus, en termes d'énergie de carbone, ça coûte cher. Mais ce serait vrai aussi pour plein d'autres choses. Je pense à bâtir des infrastructures de transport en commun ou modifier des infrastructures, etc. Plus on concentre,
plus globalement, il va falloir avoir une ingénierie très juste, très précise, et puis mettre beaucoup de moyens pour enchevêtrer tout ça. Donc, c'est un sujet qu'on aimerait bien instruire au Shift, on l'a pas encore fait de manière concrète et chiffrée, mais on pressent bien que, en termes d'armature territoriale, probablement la métropolisation à outrance n'est pas une réponse. Et donc du coup, voilà que, en tout cas dans un contexte de concurrence territoriale tel qu'il est plutôt organisé aujourd'hui, on va probablement se heurter à des limites à un moment. Et du coup, ma question c'est, Laurent, c'est quoi un petit peu vos débuts d'éléments de réponse sur la question de la coopération territoriale? Et puis, Emmeline, de manière très concrète, parce que là on a parlé de choses très concrètes aussi, est-ce que vous avez déjà des procès, comment vous essayez par exemple de travailler avec Roanne, Saint-Étienne, etc. pour pas être l'aspirateur à ressources de toute la région Aura maintenant, voilà, sur certains choix peut-être, qu'est-ce que ça implique? Choix, quand je dis nous, c'est le chantier du Shift sur la résilience des territoires. Donc on a sorti effectivement il y a 15 jours, on a appelé ça un memento pour dire que on n'avait rien inventé, mais qu'on avait fait un travail, on avait comme objectif d'essayer de sélectionner parmi le foisonnement aujourd'hui de publications, de territoires qui expérimentent, d'acteurs qui se positionnent sur l'expertise autour de ces enjeux résilience et transition. Mais c'est tellement intéressant, mais c'est tellement foisonnant qu'on s'y perd un peu. Donc on a très modestement, on s'est dit allez, on va essayer de proposer à des lecteurs qui sont pas du tout des gens sensibilisés ou experts en matière de climat, un parcours pédagogique, en tout cas des messages clairs les plus illustrés possibles. Et donc quand on a traité la question de la coopération, on l'a mise avec la question de la solidarité. C'est-à-dire coopération et solidarité. Alors pourquoi? Pour une raison assez simple, c'est que notre sujet étant la résilience, cette capacité à agir, cette capacité à faire face à court terme à des bouleversements, à des crises, mais aussi cette capacité à faire face à moyen et long terme aux aléas de la transformation, de la transition, ça renvoie évidemment à un premier point qui est les interdépendances. Donc toutes les interdépendances très concrètes, qu'elles soient économiques, dans le mode de fonctionnement des territoires. Tu as parlé de la mobilité, on a parlé de la mobilité, etc. Donc évidemment, il ne s'agit pas de faire des territoires autonomes, mais il s'agit plutôt d'essayer là aussi, de bien comprendre ces interdépendances, de choisir, si possible, ces dépendances, et du coup de les transformer en coopération. Autant que possible. Donc il y a un premier enjeu important. Donc ça c'est vrai à toutes les échelles du territoire. En intra-métropole, si je reprends l'exemple de Lyon, mais ou entre territoires voisins. Mais il y a un deuxième enjeu autour de la résilience, c'est cette capacité à agir. Par rapport aux vulnérabilités, par rapport aux chocs qui s'annoncent. La résilience d'un territoire, c'est pas seulement la résilience de ses infrastructures, ni même de ses entreprises ou de sa gouvernance. C'est d'abord la résilience, la capacité des hommes et des femmes qui habitent le territoire. Et donc là, ça renvoie à la question des vulnérabilités et des profondes inégalités dont je parlais. C'est-à-dire, on peut pas être résilient si son voisin n'est pas résilient. Pour résumer, c'est un peu ça. C'est-à-dire, si moi, je me sens résilient, mais que mon voisin de palier ou mon voisin territorial est d'une vulnérabilité totale, eh bien, au final, je suis moi-même vulnérable. Donc, la solidarité, au-delà de toutes les considérations éthiques que l'on peut, ou la prise en compte des inégalités, qu'elles soient sociales ou territoriales, est un enjeu important de résilience. Et donc tout ce qui peut concourir au renforcement de la solidarité, de la coopération, du lien social, donc ça peut être très concret, ça peut être dynamiser le tissu, l'activité des associations dans les quartiers, etc., eh bien, participe du renforcement de la résilience du territoire. Et pour revenir plus strictement à la coopération territoriale, on voit bien aussi que les outils traditionnels de coopération intercommunale
sont pas suffisants. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'expériences, mais qui sont parfois un peu mitigées, parce que le rapport de force est souvent très déséquilibré. Il y a pas mal de métropoles en France qui se targuent, et avec raison, d'avoir des coopérations avec des territoires ruraux autour de... Alors, parfois c'est l'alimentation, parfois c'est des échanges, de la réciprocité. C'est je te donne accès à mes équipements et toi tu me donnes accès tu m'approvisionnes mes cantines ou mes... Voilà. Mais bon, il y a des choses intéressantes, mais c'est encore... Il y a pas mal de choses à faire pour retrouver un peu quelque chose de plus équilibré. Oui, tiens, ça c'est un autre élément. Excusez-moi, je suis un peu peut-être... le rééquilibrage territorial. On peut pas continuer à avoir, on parlait de la métropolisation, on peut pas avoir des asymétries aussi fortes comme ça en France. On est probablement un des pays riches les plus polarisés. On a mis quelques... Et donc, l'enjeu de la résilience territoriale par rapport à cette transition, c'est aussi un enjeu de rééquilibrage. Ça peut être une opportunité d'ailleurs pour certains territoires qui aujourd'hui sont les perdants de la mondialisation et sont un petit peu marginalisés, et qui, dans un scénario où la sobriété, la proximité retrouveraient de la valeur, eh bien, ils peuvent, à mon avis, ils peuvent tirer leur épingle du jeu, alors que dans un système à flux tendu, où on ne parle que de compétitivité, ces territoires-là sont aujourd'hui à l'écart. Ouais, ce qu'il y a, c'est que ce qui est intéressant, c'est de parler de coopération versus compétition. C'est-à-dire que la résilience des territoires, évidemment, questionne tout le discours de compétition qui existe aussi au niveau des territoires. Ça n'existe pas qu'au niveau des entreprises. Combien vous avez entendu de grands élus qui se targuent d'être les champions de ceci, les champions de ça. Donc il y a une compétition territoriale qui est complètement contre-productive en termes de résilience, c'est-à-dire de capacité à transformer, en fait. Parce que, au final, c'est ça, la résilience des territoires, on pourrait la résumer par capacité à réussir cette transformation écologique, cette transition écologique indispensable. Alors, pour illustrer un peu, un exemple pratico... Alors, je vais rebondir sur... par le passé, sur ce territoire-là, la métropole de Lyon, le Grand Lyon, puis c'est facile à tracer, parce que je pense il en reste des traces sur Internet. Gérard Collomb exprimait les choses en disant, je vais dire n'importe quoi parce que j'ai pas les chiffres en tête. Nous, on a attiré 70 sièges sociaux cette année. On est le premier territoire à capter le plus de sièges sociaux après Paris, ou des choses dans ce goût-là. Voilà, il y avait une agence sur le territoire qui s'appelle l'ADERLI, donc l'agence de développement économique que je citais tout à l'heure, dont c'était le boulot. Le boulot, c'était de piquer, quoi qu'il arrive, les boîtes à certains territoires européens, mondiaux, voilà, et les amener là, voilà, pour qu'il y ait... voilà. Bon, c'était la vision. Petit à petit, donc c'était une vision très paillette et quantitative. Il fallait faire du chiffre, parce que vous savez, en politique publique, quand on parle d'emploi, on aligne, on additionne des chiffres de perspective d'emploi à 3 ans. La boîte, elle vient, on lui trouve un foncier à pas cher, on lui tire les accès élec, la fibre, les transports en commun, tous ceux qui font du conseil auprès de collectivités le savent. Et derrière, l'élu, il dit ouais, mais moi, grâce à mon action, j'ai créé 555 emplois, nanana. Voilà. Depuis 2-3 ans, donc avant qu'il y ait un changement, ils avaient basculé un peu du tout quantitatif à un peu de quali, parce qu'il y avait quand même le sujet des filières d'activité économique prépondérantes. Il n'y avait pas encore le sujet de l'empreinte matérielle, donc il n'y avait pas cette vision préservation du vivant, rentrer dans le cadre des limites planétaires, mais voilà. Et puis là, on est arrivé dans cette même agence. Je vais prendre le cas pratique de cette agence de développement économique, donc que je co-préside avec la Chambre de commerce et d'industrie, qui, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas encore tout à fait lectrice de l'ensemble de vos productions. Quand on est arrivé, on a dit, j'ai dit, mais il y avait le président de la métropole, voilà, donc nous, on est bien d'accord, on coopère.
Donc on coopère avec Roanne, avec Saint-Étienne Métropole, avec tout le monde, tous les voisins, y compris, on va jusqu'à dire, donc un exemple pratico-pratique, on vient de créer on s'est rendu compte que une partie des entreprises industrielles n'expérimentent pas ou ne se lancent pas dans certains développements parce que les banques les suivent pas, pour faire à gros traits. C'est le job des régions, hein, plutôt d'aider, de faire de l'aide directe aux entreprises pour ce genre de choses. On a identifié qu'il y avait un besoin autour de ce qu'on appelle l'amorçage industriel, c'est-à-dire t'es vraiment au moment juste après le prototypage, t'es pas en développement. Et il se trouve que vu le contexte d'enseignement sup et de recherche, on s'est dit tiens c'est une bonne idée, on y va, on met 17 millions. Saint-Étienne Métropole met 5 millions, donc moins. Donc on va faire un deal avec Saint-É, on leur dit venez avec nous. Et nous, on va investir dans des boîtes dont on sait qu'elles viennent chez vous. Parce que ça a du sens, parce qu'il y a les mines, parce qu'il y a machin, parce qu'il y a truc. Et que nous, on ne souhaite pas qu'il y ait des pendulaires. Enfin, on souhaite que les gens soient bien et heureux à Saint-Étienne Métropole et on veut plus de pendulaires comme ça, quand bien même les TER se développeraient ou je sais pas quoi. Ça, c'est un exemple pratico-pratique on met de l'argent public. Moi, je suis redevable devant les habitantes et les habitants de ce qu'on mobilise. Donc, mettez-vous dans la peau d'un habitant de base et je vais lui dire, il y a des millions qui vont là-bas, mais c'est pour ton bien. Parce que justement, on souhaite participer au rééquilibrage de la grande région urbaine lyonnaise. Autre exemple, on a décidé en tout début de mandat, pour permettre à un de mes collègues que Laurent connaît, à Jérémy, on a créé donc une délégation à agriculture-alimentation, ce qui n'existait pas par le passé parce que la métropole de Lyon, c'est quand même pas, comme ça spontanément, vous pouvez pas vous dire tiens, il y a un truc. Alors il y a quelques maraîchers et il y a des céréaliers, surtout dans l'Est. Et donc, en début de mandat, on a rétrozoné, donc vous savez, on a des documents d'urbanisme, des documents qui disent en gros quelle est la destination des fonciers, c'est le gros débat avec les promoteurs en général, c'est le PLUH. Et en arrivant, on a dit voilà, l'économie va rétrozoner des hectares qui sont à l'heure actuelle pas encore imperméabilisés. Donc pour Jérémy Camus, pour le VP Agriculture Alimentation, quand on a fait ça, on l'a pensé en mode justement rééquilibrage des territoires. C'est-à-dire qu'il y a des territoires, en gros, le territoire il se développe à l'est, parce qu'à l'est c'est plat, tout simplement. Et donc il y a vraiment du mitage, c'est là où il y a les super zones pavillonnaires des années 70-80, passoires thermiques horribles, en plus avec des foyers ouverts, bon bref. Des gens qui font plein de bacs, qui avec un réseau de transport en commun pas structuré, etc. Et donc tous ces gens-là, on leur a dit à côté de chez vous, le foncier là qui était destiné à des zones industrielles ou à ou pire à des zones commerciales, on a tout rétrozoné et demain vous allez avoir du maraîchage. Voilà. Et du coup, vous pourrez aller bosser là parce qu'on va se débrouiller pour que ce soit relativement intense en emploi et que ça ait un poil de sens et que vous qui vous prenez tous les camions, la 43, la 46 et tout, là vous aurez des petites poches de mieux. C'est pas non plus le gros arc-en-ciel, la grosse révolution. Mais voilà, je cherche d'autres exemples pratico-pratiques. Il faut quand même que vous touchiez du doigt le fait que c'est pas spontané. Je reviens pareil, j'ai absolument rien contre eux. J'ai moi-même été contractuelle dans la fonction publique territoriale, mais c'est pas spontané chez l'ensemble des décideurs, qu'ils soient côté cadre administratif ou élus locaux. Parce que les gens raisonnent, quand on est dans le monde des élus, on raisonne en gauche-droite, en gros. En tout cas, par le passé, les gens raisonnaient comme ça. Et quand on est fonctionnaire, on est là, en fait, pour son maire, ou son président, parce que c'est souvent des hommes. Voilà. Et quand nous, on dit, non, ça, on va le faire, mais le maire, il est de droite. Et alors, en fait, le sujet, c'est pas il est de droite, le sujet, c'est, nous, on estime que, tu citais tout à l'heure les inégalités sociales et territoriales, il y a énormément d'inégalités environnementales là sur le territoire, tout le monde, on n'a pas, après, moi je serais trop bavarde, mais on n'a pas tous, sur le papier on a tous accès à l'eau potable, mais à moyen terme, il y a des cartos qui sont faits et tout, et qui montrent que, au final, on n'a pas la même vulnérabilité à l'accès à l'eau demain. On n'a pas la même exposition au bruit. Bon, ça, vous pouvez le deviner assez spontanément eu égard aux infrastructures de voirie. On n'a pas tous le même confort d'été.
Pour le coup, il y a vraiment toute une frange. Enfin, voilà, donc on essaye de raisonner comme ça, mais je vous dis juste que le logiciel, alors je suis pas informaticienne et vous l'êtes forcément, mais il est pas facile à poser. Donc on a besoin, juste là, c'est mon moment où je vous dis, on a besoin que des organisations comme le Shift et d'autres continuent à diffuser pour que ça percole et qu'en fait ça devienne juste du bon sens, quoi. C'est juste de toute façon on y est, donc maintenant il faut le faire comme ça. Et justement là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire et comment vous le menez, peut-être en partant de l'état actuel, du fonctionnement actuel vers le fonctionnement futur, celui qu'on souhaiterait peut-être qui serait plus vertueux, on va dire, par rapport aux enjeux qui nous préoccupent. Et comment vous faites pour assumer en fait ce changement de vision qui tranche quand même beaucoup, enfin, entre la vision attractivité du territoire de Gérard Collomb et la vision coopération territoriale dont on parle aujourd'hui. Comment vous faites pour l'assumer? Du coup, concrètement, vous l'avez dit un petit peu là auprès des services, auprès des élus avec leurs différentes sensibilités politiques et auprès des électeurs, enfin des citoyens finalement du territoire, qui c'est pas forcément facile parce que savoir qu'il y a des emplois, de l'argent que je mets, disons, au pôle de la collectivité qui s'en va ailleurs pour financer de l'emploi. Si j'ai un emploi, etc., c'est pas trop compliqué à entendre. Si j'en ai pas ou que je suis dans une situation plus difficile, c'est moins simple, quoi. Et je sais pas, et peut-être Laurent, je sais, j'ai pas encore lu l'intégralité du rapport, désolé, pas les 3 tomes, mais allez-y, d'ailleurs, il est très très bien mis en page, c'est très très beau, ça se lit très bien. Mais du coup là-dessus, est-ce que vous avez aussi donné quelques éléments en matière de conduite du changement, notamment parce qu'on sait, comme le disait Emmeline tout à l'heure, que disons que le point de vue de tous les acteurs territoriaux, il est pas uniforme aussi, donc il y a un moment, il y a un peu de stratégie peut-être à avoir pour faire progresser ces nouveaux modes de faire et de gouverner. Tu veux que je donne la recette, c'est ça? C'est toi qui as la solution. Je ne sais pas si je dois spoiler la magnifique publication que nous avons sortie dans 15 jours, qui est en libre accès sur le site du Shift. Non, sérieusement, loin de nous, loin du Shift Project, la volonté du haut de je ne sais pas où d'ailleurs, de donner des leçons ou de dire la recette ou la méthode qu'il conviendrait d'appliquer. Après, ce qui est sûr, juste un mot quand même par rapport au choix, effectivement, à la bifurcation, l'acceptabilité, parce que on revient encore sur cette histoire d'acceptabilité de décision, ça fait écho aussi à des enjeux de renoncement, parce que quelque part c'est aussi une forme de renoncement, d'arbitrage et de renoncement. Cette acceptabilité, elle est quand même très liée à, c'est un peu notre marotte, notre leitmotiv au Shift, à la compréhension quand même partagée. À partir du moment où une grande partie de la population, dans sa diversité, pas seulement les élus, même si évidemment les décideurs territoriaux, qu'ils soient agents, qu'ils soient fonctionnaires territoriaux, élus ou entrepreneurs, voilà, il faut déjà... mais c'est l'ensemble de la population qui doit comprendre suffisamment bien et finement les enjeux et les enjeux appliqués à son territoire. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir une idée de l'origine des gaz à effet de serre ou du dernier rapport du GIEC. Il faut vraiment investir, et ça c'est aussi une responsabilité de la collectivité, investir dans la connaissance de l'impact de cette crise climatique, écologique sur le territoire. Et qu'est-ce que ça veut dire en tendanciel et qu'est-ce que ça veut dire éviter le pire et c'est, à mon avis, après on peut détailler, mais c'est qu'à cette condition que des décisions expliquées en transparence, largement partagées, peuvent être jugées acceptables, y compris par des gens qui, à court terme, en souffriraient ou en tout cas y verraient un certain nombre de désagréments, quoi. Donc ça, c'est une réponse certes un peu générale, mais essentielle. C'est-à-dire que tant que tu n'investis pas dans un partage des défis que les territoires ont à relever,
Eh bien, comment veux-tu qu'une majorité de gens, jusqu'à nouvel ordre, on est quand même dans un système démocratique où il faut essayer de convaincre une majorité de la population, il faut déjà qu'on comprenne pourquoi, non seulement qu'on comprenne pourquoi il y a ces défis à relever, et puis qu'il y ait des systèmes de gouvernance aussi qui soient revus pour impliquer justement. Alors ça, c'est un grand classique du développement local, mais impliquer dans la connaissance des enjeux, dans la réflexion sur les solutions, parce que on en parlera peut-être, on est dans une incertitude totale. Personne ne sait quelles sont les bonnes solutions pour relever ces enjeux à Lyon, à Saint-Étienne ou ailleurs, dans tous les domaines. Donc on est dans une expérimentation en temps réel, une expérimentation permanente. Et donc, on a besoin de tout le monde, et il faut que tout le monde s'y mette aussi. C'est pas juste les collectivités ou les entreprises. Si le citoyen, l'association ne fait rien, il se passera rien. Enfin, il se passera rien à la hauteur des enjeux. Donc les recettes, ou en tout cas les quelques axes méthodologiques, c'est la connaissance, c'est la participation aux réflexions et aux décisions, c'est la communication, enfin on pourrait comme ça développer. Et c'est juste un teasing pour évidemment la publication de chiffres. Il est parfait. Ouais, je laisse peut-être Emeline compléter après un petit commentaire, et puis je crois qu'il y avait une question, on prendra juste rapidement après, parce que je pense qu'on va arriver au bout du timing. Mais en tout cas, derrière là, tout ce qu'on a entendu, il y a quelque chose qu'on est en train de dire de plus en plus au Shift, c'est on commence à avoir fait basculer pas mal d'individus. La présence, d'ailleurs, la fréquentation de cet événement est quand même une forme de témoignage de ça. Toi, tu disais tout à l'heure, il faut convaincre la majorité, mais quand bien même la majorité est convaincue, on l'avait dans les témoignages d'Emeline, il y a encore des blocages qui soient juridiques, administratifs, ou tout simplement de l'autocensure, le maire mais ne peut pas faire ça, le maire est de droite, etc. Donc, est-ce qu'il y a aussi des petits pions à avancer, parce que en fait, tout étant très systémique, voilà, il y a plein de petites choses à reconstruire, à déconstruire, reconstruire probablement. Et voilà, est-ce qu'il y a des... Ouais, moi j'ai un autre truc, mais tu vas rebondir dessus. Dans les changements un peu de gouvernance et de façon de gérer, c'est que compte tenu de cette incertitude et de la nécessité évidemment d'inventer des solutions, il y a quand même plus que jamais, ça date pas d'hier, mais plus que jamais de la place pour encourager les initiatives existantes. C'est-à-dire qu'une collectivité territoriale, elle doit arrêter de penser que c'est par elle que la solution de cette transformation va passer, en tout cas en totalité. Et qu'au contraire, elle doit commencer par savoir reconnaître ce qui se passe sur son territoire, et il n'y a aucun territoire en France où il n'y a pas en ce moment des initiatives citoyennes plus ou moins significatives, mais qui expérimentent une façon différente de produire, de consommer, de gouverner, enfin de vivre ensemble, etc. Et après, toutes ces initiatives ne sont pas des leviers de transformation automatiques, hein, mais généralement, la collectivité gagne à les reconnaître, à les soutenir et à s'appuyer sur elles pour ensuite peut-être des initiatives à l'échelle. Mais déjà ça, et ça c'est des ferments, c'est des choses qui alors c'est les tiers-lieux, c'est tout cet écosystème là qui se développe, qui est de moins en moins confidentiel, et qui est présent sur tout le territoire français, et qui re-questionne le rôle de l'élu comme facilitateur, facilitatrice, et non plus comme faiseur pour et à la place des gens, quoi. Allez, Emeline, en 1 minute pour rebondir là-dessus, et puis on fait la petite question de la fin après. J'aimais bien l'expression gouverner dans l'incertitude. Depuis hier soir, je cherche parce que je suis sûre que j'ai lu un bouquin là-dessus. Oui, il y a un corpus théorique là-dessus. Ok, ouais, non, parce que ça me taraude, mais comme j'ai eu des trucs à gérer depuis hier soir, j'ai pas continué ma réflexion. Voilà, je n'ai pas investigué. Donc voilà, moi je suis tout à fait d'accord à titre personnel sur le fait qu'en gros, je vais être hyper dur. La démocratie fonctionne plus du tout, voilà.
Je pense que, en tout cas moi, mais je pense mes collègues aussi ont pleinement conscience. Nous, on a été élus avec un énorme taux d'abstention, donc on est content d'être en situation de responsabilité, mais du coup, on mesure exactement ce que tu décrivais. Que finalement, ce qu'on nous demande, c'est de savoir lire ce qui se passe sur le territoire, valoriser ce qui nous semble aller dans le bon sens, et puis essayer d'accélérer ce qui nous semble aller dans le bon sens. Et du coup, je pense, à part, on a quand même besoin, je fais pas partie des gens qui bossent au Shift, mais pour le coup, comme je suis écologiste, je connais quand même. Je pense qu'on a vraiment besoin d'un bon gros coup de main sur le sujet démocratie. Quelle est la bonne maille démocratique pour prendre des décisions pour nos activités, en gros, voilà, qu'elles soient de l'ordre de l'épanouissement ou rémunératrices. Et ça, c'est un de mes gros dadas, donc il y a eu une époque de ma vie où j'ai passé une thèse, donc j'avais compilé, c'était en économie, toutes les recherches qui étaient là-dessus, mais l'entrée, c'était la bonne maille où se vit la démocratie. Bon, le résultat, c'est 20 000 habitants. Voilà. Super, voilà, donc on n'y est pas. Ça à l'oreille. Et allez-y sur les questions. Conseil d'administration. Ouais, alors les questions, on va les prendre. Oula, oui, il y en a. Et allez-y, ouais, tout au fond d'abord. J'ai une remarque, enfin une question, plutôt deux remarques. Présentez-vous peut-être rapidement. Vite, parce qu'en fait, je pense qu'après, il y a quelqu'un d'autre qui vient dans la conférence, on est déjà à 5 minutes en retard. Ma question, c'est quand la métropole de Lyon investit à Saint-Etienne, comment ça se passe avec le contrôle de l'égalité? Et deux remarques, d'abord le rapport stratégie de résilience des territoires, je le trouve très pédagogique et très opérationnel, et les acteurs comprendre, agir et organiser. Ma deuxième remarque, il y a évidemment des enjeux de transformation interne des organisations. Et ça pèse aussi sur les individus. Il ne faut pas négliger, et ça concerne à la fois les fonctionnaires et les agents privés, il ne faut pas négliger les remises en cause que ça va occasionner. Remise en cause personnelle, remettre en cause des années d'expérience pour apprendre autre chose, pour désapprendre pour réapprendre autre chose. Et ça, c'est conduire le changement, parce que le changement, ça ne se décrète pas, ça se conduit avec l'ensemble des parties prenantes. Et il y a des enjeux de formation, bien sûr, des enjeux d'accompagnement au changement, parce que les enjeux psychologiques ne sont pas négligeables au niveau de l'individu. Sur le contrôle de l'égalité, je fais un tac au tac. En fait, donc on a trouvé un petit truc quand même, c'est qu'on co-investit, on a créé en fait un objet en commun, un fonds d'investissement, et on co-investit ensemble. Et quand on co-investit dans une boîte, il y a des fonds de Saint-Etienne Métropole, tout simplement. Voilà. Et donc du coup, ils nous disent rien parce qu'on co-investit ensemble, et après, c'est nous qui savons qu'on met 3 quarts et eux 1 quart. Sur la conduite du changement, je vous rejoins complètement. Je vais être hyper transparente sur l'accompagnement au changement des agents. Là, je vais parler des agents de la fonction publique territoriale. Il n'y a rien. Il y a rien parce qu'on manque de quelque chose, et j'ai pas de données en tête et tout. Je ne peux que vous relater ce que je vis avec 3 services qui sont des gros services, parce que voilà. En fait, il y a uniquement le pouvoir de conviction et les liens entre personnes qui font que les gens tiennent, c'est-à-dire qu'ils expérimentent quelque chose, qu'ils les met dans un inconfort, ils le partagent à leur encadrant ou voire même à leur élu référente, parce qu'on a quand même, pour le coup, on a des tonnes de défauts les écolos, mais on a un tout petit truc positif, en tout cas par rapport aux précédents exécutifs au pluriel, c'est qu'on est extrêmement disponible et à l'écoute, mais nous ne sommes pas des professionnels de l'accompagnement, en tout cas pas moi, au changement, et je vous rejoins tout à fait, mais tout ça, c'est ce que je disais sur les acheteurs, attention, ça n'existe pas dans une boîte, le dirigeant, la dirigeante, il va investir sur l'accompagnement au changement. Il va s'en donner les moyens, il va dire à son DRH, ou il va se dire à lui-même, voilà, je consacre du temps et de l'argent. Et nous, le truc, c'est que dans la fonction publique territoriale, nous, on est tout le temps en mode urgence, quoi, parce qu'on est tout le temps en mode urgence. Il n'y a jamais, à part l'équipe prospective, c'est génial, mais ils sont pas nombreux. Donc, je suis d'accord avec vous, mais il y a vraiment un débat. Il aurait fallu que ce soit prévu. Enfin, je peux vous dire dans la loi MAPTAM, de mon point de vue. Mais bon, voilà. Dernière question là, qui a vraiment envie de poser sa question? Qui a vraiment. Après, on peut discuter dehors. Ouais. Allez-y. Bonjour, En une minute. une remarque sur. Moi, je suis cadre sub de la fonction publique territoriale, qui travaille dans pas mal de métropoles et de régions.
Sur la commande, moi, il me semble qu'il y a un point sur lequel il faudra focaliser, c'est pas tellement les acheteurs qui mettent en forme le besoin. Le besoin est défini par les directions politiques. Et là, en revanche, quand il s'agit de caractériser les objets qui incorporeraient une problématique environnementale, souvent, il y a un déficit. Si on achète du mobilier, des chaises, des ordinateurs, c'est quoi l'objet? Puisqu'on ne peut faire de point de vue juridique que des caractérisations d'objets. Et là, il y a quelque chose à faire, et peut-être que Shift pouvait être un alimentation, enfin, ça serait super. La deuxième chose qui me paraît importante, là, on est en train de nous travailler sur un marché de bitume prochainement, et on est sur des nouvelles techniques d'émulsion pour avoir moins d'impact. En fait, on voudrait passer le marché, mais les entreprises ne savent pas faire, et il n'y a pas les appareils de formation. Ce que je veux dire par là, c'est que la transformation du contenu de ce qu'on produit suppose un lien avec les entreprises et l'appareil de formation dont c'est la responsabilité essentielle région, État. Juste ça, et avec là déjà on progresserait pas mal. Bon, après, je ne suis pas d'accord sur le changement, mais c'est normal, j'enseigne à l'ENA et l'INET, donc j'ai pas besoin de une question. Ouais. Et vous, je pense, ouais. Oui, c'est pour madame qui a été élue à Métropole, New Métropole. Puisqu'il y a effectivement, vu l'enjeu qui est en face de nous, comment voyez-vous la co-construction avec les associations en général et les citoyens au-delà de l'enquête publique sur des projets qui sont déjà décidés? Oui, ou qui s'imposent à nous, style ZFE, quoi. Je sais pas comment vous répondre, parce que moi je suis sur des sujets bien trop globaux. Et d'abord, deux mots, alors je vais répondre à titre perso. La maille de la métropole de Lyon n'a aucun sens pour travailler avec des associations d'habitants et des habitants sur des projets portés par eux. Enfin, voilà, quand on sent ce que tu disais tout à l'heure, les initiatives. Enfin, voilà, soit on nous impose quelque chose, la ZFE s'impose à nous, c'est comme ça, on le fait, il y a une enquête publique, machin, ou je sais pas, les nouvelles lignes de tram. Soit on co-construit d'entrée de jeu avec les associations et les habitants et les entreprises d'un territoire. Et pour moi, c'est pour ça que j'ai bien pris soin de vous parler de la maille démocratique. Pour moi, la bonne maille, c'est pas la maille de la métro, quoi. Donc je vous rappelle que la métro, on est structurée depuis juillet dernier par circonscription métropolitaine, qui sont déjà bien trop grosses. Et il faut rester sur une maille que les gens connaissent, qui est la maille de la commune. Sauf à Lyon, où la maille, c'est l'arrondissement. Et encore, il y a 2 arrondissements qui sont bien trop gros. Après, il y a plein de dispositifs qui existent en vrai, mais qui ne sont pas forcément super actifs. Enfin, ça dépend après des sujets, qui ne sont pas toujours extrêmement actifs. Et puis, c'est toujours la même rengaine. La co-construction, ça prend infiniment de temps, ça garantit de l'acceptabilité, mais ça prend infiniment de temps. Et il y a vraiment des sujets sur lesquels on tire une ligne de tram, en fait, il faut qu'on trace. Il y a un moment où je vais prendre l'exemple du vélo. J'ai un de mes collègues là, qui va intervenir tout à l'heure qui fait ça. Lui, il assume le fait d'imposer les choses parce qu'il dit, voilà, il y a une trop forte demande, c'est trop urgent, j'ai pas envie de co-construire, on y va. Bon, du coup, il y a des endroits, ça se passe pas bien. Bon, bah merci à tous.